Parfois, ce que l'on porte ne se trouve pas dans ses bras, mais dans son passé. Le terminal C de l'aéroport international de Red Hollow, dans l'Ohio, bourdonnait plus que d'habitude en ce matin gris de mars, entre les annonces étouffées des haut-parleurs et le crissement des roulettes de valises. L'agent Thatcher Malone, un vétéran de la sécurité aéroportuaire, gardait les yeux fixés sur la foule. À ses côtés, Bishop, un Malinois belge doté d'un flair presque surnaturel, reniflait les dalles lisses et brillantes. Pendant 7 ans, Thatcher avait fait plus confiance aux instincts de Bishop qu'à ceux de n'importe quel autre partenaire, mais aujourd'hui, le comportement du chien était étrange. Puis elle apparut. Une grande femme blonde avançait lentement à travers la foule, équilibrant 2 sacs en papier dans ses mains. Son ventre arrondi tendait la blouse blanche sous un manteau bleu marine. Elle était manifestement dans son dernier trimestre de grossesse. Son nom était Marlo Ashford, et tout en elle semblait soigneusement étudié. Des lunettes de soleil oversized aux chaussures plates et sobres. Son visage était calme, trop calme pour un aéroport animé. Mais dès que Bishop la vit, tout bascula. Il se figea, grogna, puis se mit à aboyer, un aboiement profond, d'alerte, non agressif mais insistant. Thatcher tira légèrement sur la laisse pour calmer le chien, mais Bishop était tendu, ses muscles frémissant sous son pelage. Jamais il n'avait réagi ainsi face à une femme enceinte. Marlo ne s'arrêta pas. Derrière ses verres teintés, ses yeux demeuraient invisibles, mais Thatcher eut l'étrange impression qu'elle n'était pas surprise. Non, c'était presque comme si elle s'attendait à cette réaction du chien. « Madame, arrêtez-vous un instant !» lança Thatcher d'une voix ferme, mais respectueuse. Marlo hésita, fit encore 2 pas, puis s'effondra. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd qui résonna dans tout le terminal. Ses sacs glissèrent de ses mains, éparpillant leur contenu sur le carrelage. Des papiers, de petits flacons, une enveloppe scellée et un ours en peluche. L'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Thatcher s'agenouilla aussitôt à ses côtés et appela du renfort médical par radio. L'évêque continuait d'aboyer, mais son ton avait changé. Il semblait presque paniqué. Puis Thatcher vit l'enveloppe près de la main de Marlo. Froissée, tachée, avec un seul mot griffonné d'une écriture tremblante. « Pardon ». Ce n'était pas une simple lettre, c'était un avertissement. Les secours arrivèrent en quelques minutes. Marlo était inconsciente. Sa respiration faible, son teint livide. Une fine goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Bishop avait cessé d'aboyer et restait figé à ses côtés, les yeux rivés sur son visage, comme s'il veillait sur quelque chose que lui seul comprenait. Lorsqu'un des ambulanciers lui prit le poignet pour vérifier son pouls, Thatcher remarqua que Marlo tenait un objet fermement serré dans sa main gauche. C'était une chaîne, ou plutôt une plaque militaire, rayée, usée par le temps, avec un nom gravé dessus. Hollis. Le nom le frappa en plein cœur. Des souvenirs refiraient surface. Uniforme, chaleur, sable, coup de feu au loin. Hollis n'était pas qu'un simple nom. C'était un homme que Thatcher avait tenté d'oublier de toutes ses forces. Cette plaque aurait dû être enterrée avec son propriétaire. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la main d'une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant? Marlo Ashford. Thatcher ramassa l'enveloppe cachetée qu'elle avait laissée tomber et la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être par instinct, peut-être par culpabilité, ou peut-être parce qu'au fond de lui, il savait que cette lettre ne devait pas être lue par n'importe qui. Alors que les secouristes emmenaient Marlo sur une civière, Bishop laissa échapper un petit gémissement. Ce n'était pas un bruit habituel. Thatcher s'agenouilla près de lui et posa une main sur son collier. « Tu savais, pas vrai ?» murmura-t-il. Bishop émit un léger couinement, un son que Thatcher n'avait entendu qu'une seule fois auparavant, le jour où Hollis n'était pas revenu. Dans la lumière crue du bureau du personnel, Thatcher fixait l'enveloppe qu'il tenait entre ses mains. L'écriture était indéniable. Elle n'appartenait pas à Marlo, mais à Hollis. Penché, précipité, de larges lettres tracées comme sous la contrainte. Mais Hollis était mort. Thatcher se souvenait des funérailles, du cercueil fermé. Comment cette lettre pouvait-elle exister en 2025? Lentement, prudemment, il déchira l'enveloppe. Une unique feuille jaunie glissa entre ses doigts. Ses mains tremblaient, tandis qu'il la dépliait. La première ligne disait « Si tu lis ceci,
c'est que je n'ai pas tenu ma promesse. Thatcher relut les mots, cette fois plus lentement. Son cœur martelait contre ses côtes, comme s'il voulait repousser la vérité. Le reste de la lettre était à moitié une confession, à moitié un avertissement. Hollis parlait de quelqu'un qu'il avait rencontré à Kandahar, une femme du nom de Lena, et d'un secret qu'il avait emporté dans sa tombe. Mais apparemment, il n'y était pas resté. Thatcher était toujours assis sous la lumière crue de la salle de repos, fixant la lettre jaunie entre ses mains. Les mots de Hollis résonnèrent dans son esprit. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas tenu ma promesse. » Mais quelle promesse? Et pourquoi son nom refaisait-il surface, des années après sa mort? Bishop était couché calmement à ses côtés, mais ses yeux restaient vigilants. Thatcher replia la lettre et la glissa dans la poche intérieure de son manteau. Il était temps de trouver des réponses, et la première étape s'appelait Marlowe Ashford. Lorsqu'il arriva à la clinique, la nuit était déjà bien avancée. Dorian Fay, son jeune partenaire, l'attendait devant la porte, le regard grave. « Elle s'est réveillée, dit-il doucement, et elle demande à vous voir. » Thatcher entra. Marlowe était assise dans son lit, les yeux fixés sur lui. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle immédiatement. Thatcher hocha la tête. « J'ai servi avec lui. » Elle glissa une main sous son oreiller et en sortit une lettre froissée. « Il m'a laissé ça. Ma mère l'avait caché pendant toutes ces années. » Thatcher ouvrit la lettre. L'écriture de Hollis était nerveuse, précipitée. « Si tu lis ceci, c'est que tu es en danger. Lena a voulu te protéger, mais elle ne pouvait pas te cacher éternellement. Ils te retrouveront. Mais si tu me trouves, tu connaîtras la vérité. » Puis une phrase énigmatique. « Suis la piste qui n'aurait jamais dû exister. » Thatcher fronça les sourcils. « Tu sais ce que ça signifie ?» Marlowe secoua la tête. « Mais ma mère a caché quelque chose. Une boîte, dans son appartement. » La nuit pesait sur la ville lorsqu'ils arrivèrent. L'appartement de Marlowe était poussiéreux, mais intact. Elle le conduisit jusqu'à un vieux piano. « C'est ici. » En effet, une petite boîte en bois reposait sous le couvercle. Thatcher força délicatement la serrure. À l'intérieur, des documents jaunis, des photos et une vieille cassette. Sur une enveloppe, un seul nom, Hollis. Thatcher prit une photo. Elle montrait un Hollis plus jeune avec une femme, Lena. À l'arrière-plan, un paysage désertique. Mais un détail le glaça d'effroi. Derrière eux se tenait une silhouette vêtue de noir. Le symbole sur sa poitrine était indéniable. Un cercle rouge avec 3 lignes entrelacées. Thatcher connaissait ce signe. Il était apparu dans de vieux dossiers, des rapports confidentiels. Et au dos de la photo, 3 mots étaient écrits. « Rayon existe ». Marlowe le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Thatcher inspira profondément. « Ça signifie que nous ne sommes pas les seuls à chercher des réponses. » Il fouilla le reste des documents. Beaucoup étaient dans une langue étrangère. D'autres montraient des coordonnées qui lui semblaient vaguement familières. Puis il trouva une feuille jaunie, une carte annotée, marquée de plusieurs points traversant différents pays. Afghanistan, Allemagne, États-Unis. Une route que Hollis semblait avoir suivie. « Il y a autre chose », murmura-t-il. Il savait quelque chose. L'évêque grogne doucement. Marlowe prit l'un des documents et l'examina de plus près. « Ça ressemble à un code chiffré », dit-elle en le tendant à Thatcher. « Mais je n'arrive pas à le lire. » Thatcher prit la feuille et l'étudia. Les symboles formaient un cryptage ancien, utilisé uniquement par certaines unités spécialisées. « C'est militaire », murmura-t-il. « Peut-être une séquence de coordonnées ou un message. » Soudain, la lumière s'éteignit dans l'appartement. Bishop grogna de nouveau, plus fort cette fois. Thatcher sentit l'air changer, une tension, une présence qu'il reconnaissait trop bien. Il porta instinctivement la main à son arme. Dans le couloir, des pas résonnèrent, puis les 3 coups à la porte. Sec, précis, aucune hésitation. Marlowe retint son souffle. « Qui est-ce » Thatcher lui fit signe de reculer. Une voix de l'autre côté. « Agent Mallon, ouvrez la porte, nous devons parler. » Thatcher ne reconnut pas la voix, mais quelque chose dans son ton lui donna un frisson glacé. Il inspira profondément, les doigts crispés sur la crosse de son arme. Qui que ce soit derrière cette porte, il ne venait pas en paix. Les coups résonnèrent à nouveau dans le silence. 3 frappes nettes, sans hésitation. Thatcher resta immobile, son arme fermement serrée dans sa main.
Marlowe se tenait dans l'ombre de la pièce, les yeux grands ouverts. Bishop s'était tapissé au sol, ses muscles tendus comme un arc, prêt à bondir. « Agent Malone, ouvrez la porte, nous devons parler. » La voix était calme, presque patiente, mais Thatcher savait mieux que quiconque qu'il ne fallait pas s'y fier. Aucun enquêteur officiel ne procéderait ainsi. Il avait passé assez de temps dans le métier pour reconnaître un piège. Au lieu de répondre, il se glissa silencieusement jusqu'à la porte, s'y adossa et jeta un coup d'œil à travers le judas. Deux hommes en costume sombre se tenaient dehors. Pas d'uniforme, aucun insigne apparent. Pourtant, quelque chose dans leur posture le mit immédiatement en alerte. « Retournez dans la chambre et restez-y », murmura-t-il à Marlowe. Elle hocha la tête, hésita un instant, puis disparut dans l'obscurité du couloir. Thatcher fit glisser le verrou juste assez pour donner l'impression qu'il allait ouvrir, sans toutefois perdre l'avantage. Puis il lança « Qui êtes-vous » L'un des hommes fit un pas en avant. « Agent Kessler, Homeland Security ». Il brandit un badge, mais même à cette distance, Thatcher vit immédiatement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Trop neuf, trop impeccable. Une contrefaçon parfaite. « Vous n'avez pas de mandat de perquisition. Nous n'en avons pas besoin, agent Malone. » Thatcher sentit une tension froide lui remonter la nuque. « Dans ce cas, quittez ma propriété. » Kessler esquissa un léger sourire. « Je crois que vous ne comprenez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. »« Oh, je la comprends parfaitement, » répondit Thatcher d'un ton glacial. « Deux hommes sans identification, se faisant passer pour des agents fédéraux, frappent à ma porte en pleine nuit. Vous n'êtes pas là pour poser des questions. Vous êtes là pour me faire taire. » Un silence tendu s'installa. Puis, « Vous compliquez inutilement les choses. » Bishop grogna, un grondement bas et menaçant. Thatcher savait que le temps jouait contre lui. Si ces hommes travaillaient pour Rayon, ils n'étaient pas de simples agents. Il n'hésiterait pas. Sans prévenir, Kessler tira une arme et fit feu sur la serrure. Thatcher bondit sur le côté alors que la porte explosait sous l'impact. Bishop se jeta avec un grognement féroce sur le premier homme. Le second tenta de l'éloigner, mais le chien était plus rapide. Thatcher leva son arme et fit feu. Le premier homme recula en titubant, une main plaquée sur son épaule ensanglantée, tandis que le second se débattait pour repousser Bishop. Marlowe apparut dans l'encadrement de la porte, le visage terrifié. « Cours !» hurla Thatcher. Elle s'élança vers l'arrière de l'appartement sans un regard en arrière. Thatcher la suivit de près, tandis que Bishop maintenait le deuxième homme au sol. Le premier s'adossa au mur, attrapa sa radio. « Cible en fuite! Nous avons besoin de renforts !» Thatcher attrapa Marlowe par la main et la tira à travers la porte arrière. Ils s'élancèrent dans la nuit glaciale. « Où allons-nous » haleta Marlowe alors qu'ils traversaient une ruelle étroite. « Je connais quelqu'un » répondit Thatcher. « Mais nous devons disparaître avant qu'ils ne puissent nous localiser. »« Nous localiser ?» Ils utilisent sûrement des capteurs thermiques ou des drones. Mais je connais un endroit où ils auront du mal à nous retrouver. Après 10 minutes d'une course effrénée, ils atteignirent un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Thatcher scruta les alentours avant de pousser Marlowe à l'intérieur et de verrouiller la porte derrière eux. À la lueur faible d'un lampadaire, il l'observa. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête, le souffle court. « Et maintenant ?» Thatcher sortit un vieux téléphone prépayé, impossible à tracer. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Au bout de 3 sonneries, une voix rauque répondit « T'as du culot de m'appeler, malin. Cassandra, j'ai besoin de ton aide. » Un léger rire. « Tu me dois toujours un service. Je te le rendrai, mais il nous faut une planque. » Un silence bref. Puis « Rendez-vous au nord. Je t'envoie les coordonnées. » Thatcher raccrocha et se tourna vers Marlowe. « On part pour le Vermont. Là-bas, on trouvera des réponses. » Elle hocha la tête, et pour la première fois, il vit quelque chose dans son regard qu'il n'avait pas remarqué avant. De la détermination. L'air glacé du Vermont tranchait la nuit comme une lame. Marlowe était assise à côté de Thatcher dans la voiture, les mains serrées sur le col de son manteau. À l'arrière, Bishop était couché, immobile, mais ses oreilles tressautaient au moindre bruit suspect. « On peut lui faire confiance à Cassandra ?» demanda Marlowe à voix basse. Thatcher hocha la tête. « Si quelqu'un peut percer les secrets de Rayon, c'est bien elle. » La voiture s'engagea sur une route de terre étroite qui serpentait à travers une forêt dense. Après quelques minutes, une cabane en bois apparut, faiblement éclairée par une seule lampe extérieure.
Sur le perron, Cassandra les attendait déjà, une arme à la main. « Tu me ramènes une compagnie intéressante », dit Cassandra alors que Thatcher sortait du véhicule. « C'est compliqué », répondit-il. « Ça l'est toujours. » Cassandra détailla Marlowe d'un regard froid et analytique. « C'est donc toi qui pousses Rayon à se mettre en mouvement. » Marlowe croisa les bras. « J'aimerais savoir pourquoi. » Cassandra sortit une petite boîte métallique de sous sa veste. « Alors voyons ça. » À l'intérieur, elle posa la boîte sur la table et l'ouvrit avec une petite clé. Plusieurs vieux dossiers, une clé USB et une note froissée y reposaient. Elle prit la clé USB et la brancha à son ordinateur portable. Après quelques secondes, un ancien logo militaire apparut sur l'écran. « C'est un fichier sécurisé de la DARPA », expliqua-t-elle. « Crypté, mais pas inviolable. » Thatcher et Marlowe observèrent Cassandra taper rapidement sur le clavier. Après quelques minutes, l'écran clignota et un dossier s'ouvrit. Le titre affichait « Projet Helix, sujet 6A ». « 6A » répéta Marlowe, sentant une angoisse soudaine lui tordre l'estomac. Cassandra ouvrit le premier fichier. Un rapport médical apparut. Analyse ADN, test neurologique, évaluation psychologique. Et puis, en lettres capitales, sujet, Marlowe Ashford. Marlowe eut un haut le cœur. « C'est une erreur. »« Non, » murmura Cassandra. « Tu n'es pas une cible prise au hasard. Tu es la clé de tout. » Les documents révélaient que Marlowe avait fait partie d'une expérience génétique visant à activer des capacités extraordinaires chez certains individus. Rayon n'avait pas seulement créé des personnes. Il les avait traquées, surveillées et manipulées. « Ton père le savait, » dit Thatcher. « Hollis a tenté de te protéger. » Marlowe passa une main tremblante dans ses cheveux. « Alors toute ma vie n'était qu'un mensonge ?» Cassandra secoua la tête. « Pas ta vie, mais ce que tu croyais être. » Un autre document contenait des coordonnées. Marlowe posa le doigt dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» Cassandra analysa le code. « C'est un entrepôt dans le Montana. » Elle leva les yeux vers Thatcher. « Ça pourrait être le dernier site de Rayon. » Thatcher se leva. « Alors terminons cette histoire. » L'entrepôt semblait abandonné, mais la porte n'était pas verrouillée. Ils entrèrent prudemment, armes prêtes. À l'intérieur, l'air était chargé d'odeurs d'huile et de métal ancien. Des piles de dossiers, de vieux disques durs et des documents déchiquetés jonchèrent le sol. « Ils ont fait du ménage en vitesse », murmura Cassandra. Marlowe se dirigea instinctivement vers l'arrière de la pièce. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose l'y attendait. Et elle le vit. Une simple mallette en métal gris, posée sur une table, intacte. Lentement, elle s'approcha et l'ouvrit. À l'intérieur, un unique dossier. Son titre, « Ordre d'activation finale ». Elle feuilleta les pages et s'arrêta brusquement. Le dernier nom de la liste n'était pas le sien. C'était Kane Ward. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Cassandra fronça les sourcils. « S'il est sur cette liste, alors il est comme toi. » Soudain, des bruits de pas lourds résonnèrent devant la porte. « On a de la compagnie » lança Thatcher en levant son arme. Marlowe sentit son corps se tendre. Ses sens s'aiguisèrent d'une manière inexplicable. C'était comme si elle ressentait les mouvements des hommes derrière la porte avant même qu'ils ne l'ouvrent. « Ce n'est pas normal » chuchota-t-elle. Thatcher lui jeta un bref regard. « Non, ça ne l'est pas. » Un coup violent fit trembler la porte. Cassandra dégaina son arme. « Il faut sortir d'ici avant de finir comme le reste de ses dossiers. » Marlowe comprit que c'était le moment pour lequel elle avait été créée. Peut-être avait-elle été observée, manipulée, utilisée toute sa vie, mais maintenant, elle avait le choix. La porte explosa. Ils se jetèrent derrière une caisse renversée alors que des balles sifflèrent dans la pièce. L'évêque bondit et plaqua un des hommes au sol. Cassandra tira et un autre s'effondra. Marlowe inspira profondément et bougea instinctivement. Son corps était plus rapide, plus fluide. Elle évita un coup, attrapa le bras du tireur devant elle et le tordit avant qu'il ne puisse réagir. Il hurla et lâcha son arme. « Il faut rejoindre le 4x4 dehors !» cria Thatcher. Cassandra tira une dernière salve, puis ils coururent. Marlowe sentait son cœur battre à toute vitesse, mais son esprit était plus clair que jamais. Ce n'était plus une fuite, c'était un choix. Lorsqu'ils atteignirent la sortie, elle savait que rien n'était fini. C'était le début. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, essoufflée. Thatcher la regarda, puis fixa le dossier qu'elle tenait dans les mains. « Maintenant, on trouve Kane Ward. Avant eux.